vous accueillir ce soir. C'est la première journée de ce temps fort. C'est un peu fort quand je parle, non? On est ravis de vous accueillir. Vous parlez comme ça, tout le monde m'entend? Ne te mets pas sous l'enceinte. On est ravis de vous accueillir donc, ce soir pour la première soirée finalement de ce temps fort petite enfance qui porte désormais un nom, qui s'appelle Figure. Ce soir, c'est donc la conférence de M. Epstein. Et puis toute la semaine, vous retrouverez donc, des propositions artistiques, des installations, des expositions et donc un spectacle qui vous sera présenté ici à la Parcheminerie. Et puis il y aura également deux autres lieux dans lesquels on retrouvera le temps fort Figure, l'espace social commun de Morpa, où sera accueillie la chuchotterie, et puis également la médiathèque, l'autre lieu, où on retrouvera l'installation d'Isabelle Chapleyer au Jardin Édilien. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser donc la parole à Monsieur Epstein, et merci donc à Pascal qui traduit en langue des signes ce soir pour nous la conférence. Donc nous aurons un premier temps finalement d'une bonne heure, dans lequel Jean aura toute liberté à pouvoir parler de ce sujet, donc cette thématique autour des apparitions et des disparitions, de la question de la mémoire, de la question du jeu et du plaisir, des peurs, du tout petit, mais aussi de l'adulte. C'était finalement un sujet qu'on trouvait assez sous-jacent à toutes les propositions artistiques qui sont accueillies cette semaine dans le cadre de Figure. Voilà, merci Jean d'être là, et puis je te laisse la parole. Merci. Merci à vous d'être venus au rendez-vous, malgré le beau temps. J'essaie. Non. Pascal me dit on va oublier Zoé. Eh bien, on n'a plus oublié Zoé, parce que Zoé et Pascal vont, on va être ensemble ce soir, parce qu'ils vont transcrire en langue des signes ce qui a pu être dit. De façon aussi, la conférence est enregistrée. Elle pourra circuler si les personnes, entendantes ou malentendantes, ont envie d'en prendre connaissance. Alors, je vais essayer de ne pas parler quand même trop vite, parce que ça peut être catastrophique, vous allez vous relayer Pascal et Zoé. Donc, écoutez, ravi d'être avec vous. Déjà, j'ai un grand plaisir, et c'est vrai, à être à Rennes. En ce moment, je crois que j'ai loué quelque chose sur Rennes, parce que la semaine dernière, je faisais une conférence pour l'association Aram, et demain, je serai à Passé. Et en fait, j'ai dit la même chose dans l'introduction la semaine dernière, donc ça va. Mais bien voir que c'est vrai. Pour moi, c'est une ville fabuleuse où il y a une création, une créativité, un mouvement qui est très vitaminé. Donc, ravi d'être avec vous, et j'en suis la preuve vivante. Pourquoi? Parce que ce thème qui m'a été proposé dans le cadre de cette semaine de Figure, semaine au moment de la petite enfance, ce thème auquel là aussi je suis très heureux de participer, je ne l'aurais pas imaginé. Apparition, disparition. Quand Alix et l'équipe du théâtre m'ont écrit, qu'est-ce qu'on peut bien raconter sur un sujet comme ça? Apparition, disparition. Alors elles m'ont dit, pour me mettre à l'aise, entre jeu, mémoire, plaisir et peur, quels échos pour le jeune enfant et pour l'adulte. J'ai quand même accepté de venir, mais je dois dire que ça a été très dur au début. Seulement au début, parce que très vite, je me suis rendu compte que ce thème, il était énorme. Il était énorme et qui croisait complètement le travail, je me situerai dans quelques secondes, que je fais depuis toujours, que l'on peut appeler autonomie. Je notais pour moi une petite phrase en disant que ça va nous emmener dans un grand voyage au pays de l'enfance, car pour l'enfant comme pour l'adulte, toute la vie est faite de disparition et d'apparition, c'est-à-dire de perte, mais aussi de plus, mais aussi de marche, de grandir vers l'autonomie. Simultanément, ensemble, côte à côte, à travers des disparitions, mais aussi des apparitions. Ça nous amène à penser, ça nous amènera à y réfléchir à la juste place
de chacun. Comment permettre à un enfant de voir un peu, non pas disparaître, mais s'éloigner le parent? Comment permettre aux parents de voir s'éloigner l'enfant? Et cette question, en la creusant, m'a paru incroyablement d'actualité dans une période où la famille bouge formidablement. Elle est en crise, elle est en mutation, mais il y a quand même des petits défauts. Notamment un défaut que je vois, c'est précisément la place de l'enfant. L'enfant, et notamment le tout petit, pendant longtemps, et jusqu'à il y a une trentaine d'années, en France, il était rien. Il était rien. Et puis il y a eu une fabuleuse dame avec laquelle j'ai eu la chance pendant 22 ans d'être très proche, qui était un peu folle, un peu simple, un peu les deux, Françoise Dolto. Je dis folle et simple parce qu'au début des années 70, on me disait « tu travailles avec la vieille folle qui parle au bébé ». Elle est devenue sainte en 75, quand elle a fait les émissions sur France Inter avec Jacques Pradel, avant qu'il soit perdu de vue, à certains degrés, s'arrêter plus tôt, les émissions lorsque l'enfant paraît. Et là, on a dit, c'est une sainte, elle est morte en 1988, elle a eu 13 ans de sanctification. Elle a dit des choses formidables. Elle a dit notamment, elle a impulsé quelque chose qui était une révolution à son époque, qui est sorti en 1984, un film d'un ami, Bernard Martineau, qui s'appelle « Bébé est une personne », sur les compétences du bébé. Et ça a été une vraie révolution. Je vous encourage à revoir sur Internet « Bébé est une personne », ça a 32 ans, 33 ans, ce film. Et il a un peu vieilli au niveau de la pellicule, mais vous pourrez voir qu'il n'y a pas la moitié de ce qui était déjà su à l'époque qui est pris en compte, sur notamment les compétences du tout petit. Alors, ça a donné une impulsion formidable, mais Dolto elle-même disait qu'elle avait été un peu débordée par ses propos, mal relayés par les médias. Elle a parlé des compétences du tout petit, mais c'est devenu 12 se joue avant 3 ans, 12 se joue avant 6 ans, 12 se joue avant la maternelle, et ça a fait naître quelque chose de délirant. Ça, on l'abordera demain, passer d'ailleurs ce volet-là, mais ça a donné l'idée qu'il fallait qu'il n'y ait pas une minute à perdre, n'est-ce pas? Dolto était terrorisé par ces phrases « tout se joue avant tel âge », et avec l'humour qu'on lui connaissait, elle nous disait « d'après mes réflexions, tout se joue avant la mort ». Étant très croyante, elle rajoutait « ou presque ». Elle parlait de session de rattrapage, moyennant quoi? Eh bien, ça a fait naître quand même en partie, je vous disais, il y a peut-être un petit truc qui va pas bien de ce côté-là, puisque notre thème apparition-disparition, c'est comment permettre cet éloignement salutaire entre l'enfant et le parent. Chacun à sa juste place, marche vers l'autonomie, comme on le disait. Eh bien, un certain nombre de parents se sont retrouvés affublés d'une grave maladie qui consiste à se dire « est-ce que mon enfant va m'aimer si je lui dis non ?» Et ça a donné une montée en puissance de ce fameux enfant roi à qui on fait jouer des rôles trop tôt qu'il n'est pas en mesure de remplir, qui ne relève pas de sa propre autonomie. Je vois des bébés chefs de famille, comme je vois des ados chefs de famille. À titre d'exemple, il y a quelques mois, il y avait une journaliste qui voulait bien m'interviewer à la maison sur je ne sais plus quoi. Et vous allez voir pourquoi je ne sais plus quoi. Elle habite à Paris, dans un quartier qu'on appelle les Buttes-Chaumont, où il y a c'est un quartier de riches, hein. Il y a des grands jardins parisiens de 10 mètres sur 10, on peut mettre une table, 4 chaises, c'est bien. Et elle devait venir chez moi. Et elle me téléphone qu'elle est terriblement enceinte, elle ne peut plus sortir de chez elle, la pauvre, il faut envisager l'accouchement à domicile. Est-ce que je peux passer chez elle? Donc, je vais chez elle, elle me reçoit, dans son jardin, il y avait un petit gars, c'était son fils, qui avait 3 ans et demi, et elle me dit, vous avez raison dans ce que vous dites, les enfants comprennent tout, vous voyez, moi je suis seul avec mon fils, il a 3 ans et demi, eh bien, il est venu à la maternité, il a vu les échographies, il sait qu'il y a une petite sœur, d'ailleurs c'est lui qui a choisi le prénom de la petite sœur, je ne me souviens plus de ce que devait être l'interview, parce que l'interview que j'ai fait pour elle portait sur la question, est-ce le rôle d'un enfant de choisir le prénom de la petite sœur? Donc,
pour me mettre bien avec le petit gars, je lui dis, pareil, tu vas avoir une petite sœur. Vous voyez qu'il allait me faire, ouais. Et ben, il tire la tronche et me dit, c'est pas une petite sœur. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est une fée. Et il rajoute même qu'elle s'appelle Tus. Il avait tout entendu. L'échographiste montrait l'échographie en disant, voyez le fœtus dans le ventre de maman. Il y a une fée, elle s'appelle Tus, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, on peut quand même faire confiance aux enfants pour prendre du recul. Voyez dans quoi? La juste place. Eh bien, je disais, ce thème apparition-disparition, il nous amène à se poser la question de la juste place. Quelle place en tant que parent on occupe? Quelle place l'enfant occupe vis-à-vis de nous? Et comment, avec sérénité, permettre cette, entre guillemets, disparition, cet éloignement, n'est-ce pas? Petite parenthèse, je vous parlerai des expressions françaises qui quelquefois m'amusent. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui travaillent dans des crèches. Et dans des crèches en France, on a des noms extraordinaires. Par exemple, on travaille la séparation mère-enfant. Vous avez déjà entendu ça, hein? Nous travaillons la séparation mère-enfant. Moi, ça me fiche les jetons, parce que déjà, il n'y a plus de père, il est mort. Et je pense qu'il faudrait qu'une mère soit dingue pour vouloir se séparer de son enfant. Je vis un mois par an au Québec depuis 1995, tous les ans au mois de mai, et c'est un pays francophone, et les noms sont différents. Au Québec, ils ne travaillent pas la séparation mère-enfant, ils travaillent sur l'accompagnement du lien. Vous vous rendez compte de la différence? C'est-à-dire que cette, entre guillemets, séparation, cet éloignement, n'est-ce pas, n'est pas assimilé à une disparition. Accompagner le lien, on est dans le champ de la petite enfance, c'est comment permettre à un enfant de voir sereinement, quand il est confié à une crèche ou à une assistante maternelle, je fais partie du fan club des asthmates à titre personnel depuis longtemps, comment permettre à cet enfant sereinement de voir partir un parent, comment permettre à un parent sereinement de confier son enfant à quelqu'un d'autre. C'est extrêmement compliqué, parce que là-dedans se greffent, par exemple, les professionnels. On est dans un triangle qui relie l'enfant, ses parents et les professionnels. Ce triangle, pour qu'il puisse y avoir, on va mettre 12 paires de guillemets au mot séparation, une séparation confiante, eh bien, il faut que le mot confiance soit aux 3 sommets. Il y a un vrai travail à faire. Il faut que l'enfant ait confiance en la personne à laquelle il est confié. Il faut que le parent ait confiance en lui. Il faut que le parent ait confiance en la personne à laquelle il confie l'enfant. On peut se balader sur ce triangle. Moyennant quoi, cette séparation, voilà, à chaque fois je ne referai pas le coup des guillemets, mais j'en ai plein, n'est pas une vraie séparation, puisque c'est quelque chose qui représente un lien, mais un lien à distance. Permettre à cet enfant de vivre pour lui, et on est dans l'autonomie affective. Qu'est-ce que l'autonomie affective? Ce mot, compliqué, c'est vivre pour soi, avec les autres, et pas vivre contre les autres, ni vivre pour les autres. On est typiquement dans apparition-séparation, aussi à travers cela. Je rencontrais dans la rue il y a peu de temps une dame de mon immeuble, avec sa petite gamine de 6 ans à peu près, et elle me dit elle m'a encore fait une angine. J'ai demandé à un moment si ça lui avait fait mal, et après réflexion ensemble, on a fini par se rendre compte que la petite fille se l'était faite à elle. Vivre pour soi avec l'autre, n'est-ce pas? On est dans la vraie autonomie. Et là encore, prenons garde à notre société où on pourrait apprendre à des enfants à vivre contre les autres. Il y a un film qui a fait un tabac il y a une trentaine d'années en France, qui était sans doute magnifique, mais qui, moi, me fichait beaucoup les jetons. Ça s'appelait Le Cercle des poètes disparus. Un film sensationnel dans lequel on voyait des jeunes réussir pour faire plaisir à un prof. Eh bien, personnellement, ça me fichait un peu les boules. Parce que je pense qu'un bon prof, il doit permettre à des jeunes de réussir pour eux, pas pour faire plaisir, encore une fois, à l'autre. Donc cette question apparition-disparition pose, une fois encore, la question de marcher vers l'autonomie ensemble, mais chacun son autonomie. Je vous parlais à l'instant de ces enfants rois qui prolifèrent de plus en plus, de parents qui n'osent pas interdire. Ces enfants, ils sont comme tous les enfants. Ils ont 2 besoins.
Tous les enfants ont deux besoins en matière d'autorité. Ils ont besoin d'avoir des limites, mais aussi besoin de repousser les limites pour trouver leur juste place. Certains sont assez sympas pour accepter facilement les limites. C'est pas ceux qui ont un caractère plus détrempé souvent. Enfin, ils sont quand même sympas, c'est reposant. Mais ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont nombreux, c'est ceux qui repoussent les limites. Et il y en a de plus en plus. Et si cet enfant ne trouve pas de limite, il peut être sans arrêt dans la provoque. Personnellement, j'appelle ça des chicoufs. C'est un nom que j'ai trouvé avec ma femme dans la cuisine il y a quelques années. C'est des enfants super sympas, mais qui sont dans la provoque. Donc le matin, quand ils se réveillent, on dit chic. Et le soir, quand ils se gueulent, on dit ouf. Ça fait chic ouf, vous voyez. On peut en avoir en tant que parent, on peut en avoir en tant que professionnel. Vous travaillez en crèche. Il est tellement sympa quand il arrive le matin à la crèche, il dit chic, il est là aujourd'hui. Et le soir, quand les parents le reprennent, il dit ouf, il se tire. Donc, si vous voulez, chic ouf, apparition, disparition, et ben c'est apparition plus, dis donc. On n'arrive pas à s'en décoller du chic ouf. Il est entre papa et maman, il dort entre papa et maman, sa place c'est au milieu, il ne leur laisse pas placer un mot, et il a une baguette magique. Il transforme l'homme et la femme qui lui ont donné la vie en un père et une mère à plein temps. Ils n'ont plus le temps de se retrouver ensemble. Il y a le chicouf au milieu. Ça fait 1 an qu'ils ne se voient plus en amoureux. Et puis il est drôlement énergique, hein, il dort très peu. Il court toute la nuit. Puis quand on essaye de le mettre dans sa chambre, il pleure. Je voulais vous dire, toute ressemblance avec nous. Ce sera possible. Donc, que faire quand on a un chicouf qui est dans l'apparition permanente? Dès qu'on croit qu'il dort, il pleure. Premièrement, ne pas écouter ce qu'on nous dit autour. Je vous dis ça parce qu'il y en a de plus en plus dans notre société. Hein. Ne pas écouter ce qu'on nous dit autour. Autour, on va nous dire, dis donc, ton enfant, garçon ou fille, drôlement énergique. Hein. D'autres, plus techniques, vont dire, il est actif. D'autres, plus précis, vont dire, il serait pas un peu hyper actif. C'est très mode. Hein. Tous les 10 ans, il y a des mots différents qui caractérisent l'enfance. Actuellement, les 3 mots à la mode, c'est l'hyperactivité, l'enfant qui est énergique, peut-être un peu d'hyperactivité, la dyslexie, si l'enfant n'est pas prêt à lire, pas encore prêt, et l'autisme, s'il est un peu timide, peut-être un peu d'autisme. Vous avez des pauvres parents qui ont en ce moment à la maison des enfants autistes, dyslexiques et hyperactifs. Le conseil à leur donner, c'est d'attendre une dizaine d'années, parce que ça ne sera plus la mode, ça sera d'autres mots. Donc, que faire quand on a un enfant très énergique comme ça, qui n'arrive pas à nous laisser une part d'autonomie? Il a une baguette magique, vous ai-je dit, et certains sont encore plus rusés que les autres. Ils ne transforment pas les 2 parents, ça va arriver, ils ne transforment pas les 2 parents simultanément. Les plus rusés savent transformer un parent, par exemple l'homme, en père, et laisse la femme en femme, ou inversement. Ça veut dire quoi? Quand on a un chicouf à la maison, apparition, disparition, il faut savoir à ses yeux, d'une façon constructive, disparaître, tout ça ayant des guillemets. Pour être plus concret, ça veut dire prendre un week-end en amoureux et le prêter à des amis pour le week-end. Alors je suis d'accord avec vous, c'est expérimental, donc il faut choisir les amis qu'on a le moins peur de perdre. Mais il n'y a pas un grand risque. La première disparition va être formidable pour l'enfant. On arrive le samedi matin, on le laisse chez les amis, on part en courant pour pas qu'ils nous le rendent. On arrive tous les 2 dans la voiture, objectif week-end en amoureux. C'est pas encore gagné d'avance, parce que le chicouf a bien agi déjà. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Il a par exemple transformé la femme en mère, mais laissé l'homme être homme. Vous avez dans la voiture un homme et une mère, ou une femme et un père. Imaginons un homme et une mère. Ils n'ont pas le même truc dans la tête. L'homme, il se dit, chouette, je vais récupérer ma femme, ça fait 1 an qu'il attend. La mère, elle se dit, on aurait peut-être dû prendre le petit. Et elle se passe en boucle. Et vous avez des plus malades que d'autres. Vous en avez qui se soignent en 1 heure ou 2, d'autres il leur faut la journée, s'il lui faut 3 jours, c'est mal parti pour le week-end dans l'amoureux. Mais en règle générale, l'amour reprend le dessus. Love, love. Le dimanche soir, oh, on est heureux comme tout, on ne se rappelait pas que c'était si bon, il faudra qu'on recommence.
ça fait 1 an qu'on ne s'était pas vu. On revient chercher notre chicouf chez les amis, comme des panthères roses. On se dit qu'on peut vouloir nous le prendre, il va avoir la casquette Nike. Ils vont dire la vérité sur ma mère, elle a tout destroyé un peu. Vénère et tout, j'en veux plus. Eh ben non, ils nous attendent devant la maison. Et c'est dur en langage. En vérité sur ma mère, je vous avais c'est incroyable. Non, pas plus. Hein? Et donc, eh ben, ils nous attendent devant la maison et ils nous disent qu'est-ce qu'il est gentil, hein? Il est sage, il nous a aidé à mettre la table. C'est pas le nôtre, c'est pas vrai, mais si dès qu'il est dans la voiture, il redevient le nôtre. Donc, on va gaillardement attaquer cette question essentielle de apparition-disparition entre jeu, mémoire, plaisir et peur. Quand j'ai reçu cette demande, cette commande, j'ai demandé donc à Alix et à l'équipe de m'envoyer des questions et j'ai reçu 6 éclairages. 6 éclairages qu'on va creuser ensemble autour de la notion d'apparition-disparition, c'est-à-dire développement du tout petit, alors je cite du Alix dans le texte, du Lélico dans le texte, développement du tout petit par le jeu, cache-cache, visages qui apparaissent, disparaissent, etc. Hein? Comment permettre, à travers le jeu, là beaucoup de psychiatres, hein, on bossait là-dessus, théorie de la bobine, Montessori, etc. Le deuxième éclairage, c'est présence-absence, vie-mort. Et on verra que tout enfant, même s'il est tout petit, je parlerai d'enfants de 2, 3, 4 ans, même s'il n'est pas directement concerné par la mort, il va, dans son développement normal, traverser, enfin normal avec un guillemets, traverser une période où, plus ou moins intensément, il va poser des questions sur la mort. Hein? C'est extrêmement important. Au passage, je donnerai quelques références de bouquins d'ailleurs qui peuvent nous aider à parler de ça. Hein? C'est quelque chose de complètement essentiel. Le point numéro 3, bousculer les projections que l'on a sur l'enfant. À quel point le jeune enfant se pose dès sa naissance cette question, apparition, disparition. C'est une question essentielle pour lui. Hein? Et je vous parlais tout à l'heure de la confiance. C'est pas toujours simple. Donner l'impression, je vais vous donner l'exemple d'une maman par exemple qui travaille et qui confie son enfant à une crèche ou à une assistante maternelle. Quelle chance pour l'enfant et pour la maman. Et au passage, s'il y a des mamans qui restent chez elles, je les encourage, apparition-disparition, vivement à confier aussi régulièrement que possible leur enfant à une halte garderie pour que l'enfant comprenne qu'elle a le droit de s'occuper d'elle, mais pour qu'il comprenne aussi vie personnelle. J'utiliserai pour faire un peu plus vite le mot vie privée de l'enfant. Mais j'aime pas l'expression vie privée. Hein. Je m'en toujours privé de quoi? Enfin, c'est un autre débat. Eh bien, que cet enfant découvre qu'il a le droit de vivre quelque chose d'intime avec d'autres personnes. On est dans ce qu'on appelle aussi la diffusion, n'est-ce pas? Mais pour que cette diffusion se passe, eh bien, il va falloir que tout aille bien dans la tête de la maman, qu'elle n'ait pas peur qu'une autre la confonde, que l'enfant la confonde avec l'autre. N'est-ce pas? Cette maman, elle confie son enfant à une assistante maternelle. Coup de chance pour elle, il ne veut pas encadrer la nounou. Quand il la voit à moins de 100 mètres, il pleure, il ne veut pas rester avec elle. La diffusion est difficile, hein, la séparation est difficile. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va dire, hein? Elle est gentille, la dame. Au moins, il ne l'appellera pas maman. Heureusement, ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est que cet enfant, comme on le disait à l'instant, découvre à travers la crèche, à travers l'assistante maternelle, qu'il a le droit de vivre quelque chose d'intime avec une femme qui n'est pas sa mère, dans une maison qui n'est pas sa maison. C'est important ces 3 mots, hein. Intime. Intime, au passage, ça veut dire que le soir, il faut qu'il y ait assez de confiance pour que le parent ne demande pas par le détail tout ce que l'enfant a fait. Il ne faut pas trop en dire pour permettre justement cette séparation, cet éloignement confiant, n'est-ce pas? C'est un gros boulot à faire de la part du professionnel. Tant que l'enfant ne parle pas, quand il parlera, c'est lui qui fait le job. Hein? Le papa, la maman disent « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Il va dire « Rien ».
T'as fait quoi? On a joué. T'as joué à quoi? À rien. En langage clair, ça veut dire lâchez-moi la grappe, j'en ai une autre. La diffusion est en bonne voie. Mais imaginons cette maman qui se culpabilise et qui n'a pas de chance. Ce tout petit, ce bébé, il a 2 mois, il a 3 mois, il a 4 mois, tombe amoureux de la personne à laquelle il est confié. Aucun enfant ne peut confondre sa mère et une autre. Tout le monde le sait, sauf les mères. Il faut leur dire. Hein. Elle arrive le matin pour partir au boulot. Elle confie l'enfant à la nounou. Il est dans les bras de la nounou, il lui fait un grand sourire. Et l'assistante maternelle lui fait un grand sourire aussi. Ou la référente en crèche. Ça permet de dire à collègue là, tiens, quel nez qui coule. C'est important les référentes. Ça va faire d'autres choses. Donc non, je crois que demain ça on en a. Et donc, la pub, mais c'est à guichet fermé. Grand sourire à la nounou, la maman, au revoir, l'enfant, rien à secouer. Il est en pleine diffusion, là. Il est en pleine disparition. Il en aime une autre. La maman se retrouve sur le palier avec une arête de dorade dans l'amidale. Il n'a même pas pleuré. Heureusement, elle a oublié son parapluie. Elle revient 5 minutes après, elle frappe. J'ai oublié mon parapluie, excusez-moi. Au revoir, deuxième sourire à la nounou. Deuxième arête de dorade dans l'amidale. Elle revient 5 minutes après, j'ai oublié de vous dire, c'est mon mari qui viendra le chercher ce soir. Vous avez des salmons qui mettent 1/4 d'heure à comprendre qu'il faut qu'il pleure. Donc si vous êtes expérimenté dans le professionnel, vous dites à l'enfant, pleure tout de suite, ta maman ira mieux. Mais la disparition des deux est rendue très difficile. Les questions donc, à quel âge, donc, on disait, à quel point le jeune enfant, le bébé, se pose dès sa naissance cette question de la disparition, de sa propre disparition. Vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Je vous donnerai quelques éléments, cramponnez-vous au siège, vous risquez de tomber à la renverse. Il y en a 6 des questions. La 4e, c'est les souvenirs. Quand naissent les souvenirs, les premières émotions, qu'en reste-t-il autour de notre vie? Si vous avez des courses à faire, je vais tout de suite vous résumer cette question quand vous partiez de bonne heure. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences qui progressent à vue d'œil au niveau de leur diffusion, que les souvenirs naissent bien avant la naissance et que les souvenirs de la petite enfance restent jusqu'à la mort. On retrouve ça notamment, il y a un institut, et je crois qu'à Rennes, ces jours-ci, il y a tout un travail sur le cerveau qui est fait. Il y a à Paris, à la Salpêtrière, l'ICM, l'Institut du cerveau et de la mémoire, qui montre notamment dans la maladie d'Alzheimer que des souvenirs très 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 précoces imprimés restent indélébiles jusqu'à la fin de la vie. Et que ces personnes qui ont des difficultés pour se rappeler de choses relativement récentes ou cohérentes, si on sait renouer le contact avec des souvenirs très anciens, les choses redémarrent. On fera un petit passage par les neurosciences à propos des souvenirs, et alors vous aurez une chance inouïe, parce que figurez-vous, vous êtes arrivé avec un cerveau, et vous allez repartir avec 3. Ça vaut le jeu, hein. 3 cerveaux, c'est la technique de ce qu'on appelle le cerveau triunique, et on verra que chacun d'entre nous fonctionne sur 3 cerveaux, dont le 3e, système limbique, une zone très particulière, est la zone de l'affectivité et de la mémoire. Et ça, ce cerveau, vous verrez, c'est le premier qui se développe chez le fœtus. Il ne dort pas, contrairement aux 2 autres. Le cerveau logique à gauche, le cerveau plus créatif à droite. Et ce cerveau de l'affectivité, le 3e, c'est le cerveau du rêve. C'est le cerveau de la mémoire, c'est le cerveau de l'affectivité. Et on verra qu'il naît bien avant la naissance à l'air libre. Le 5e éclairage, c'est pas étonnant de la part du LICO, c'est l'art. L'art comme révélateur de questions relatives à la transmission et nécessité de l'art dès le plus jeune âge. Un flash là-dessus aussi. Et enfin, peur, disparition, absence, qui les porte réellement? L'adulte, l'enfant, les deux? La réponse, c'est les deux. Déjà, on a évité une question. Mais on y reviendra quand même. Alors, en 2 mots, mon boulot. J'ai une formation de psychosociologue, je travaille dans le champ que l'on appelle recherche-action, et sur 3 thèmes depuis 1974. Les parents n'étaient pas nés.